Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Au débat, comme annoncé, notre invité, c'est M. Cyril Yaouéklou. Nous connaissons le président du mouvement TJP, le temps de la jeunesse patriotique. Comme chaque 2 octobre, journée consacrée à la non-violence, ce mouvement mène des réflexions, des interpellations. Cette année encore, il était au devant de la scène pour rappeler aux autorités, au peuple togolais, ce que renferme la non-violence et les vertus de ce concept. Pour en parler ce matin, il est avec nous, M. Cyril, une fois encore bonjour. Oui, bonjour encore une fois, M. Gidas. Oui. Okay. On l'a vu entre-temps avec après Pegasus, c'est aussi un autre logiciel du groupe La Caisse Do Not Team qui est utilisé aujourd'hui pour espionner les acteurs, les défenseurs des droits de l'homme au Togo. Je pense que M. Cyril n'est pas dans ce groupe. Ben oui, bien évidemment, vous savez, le comble est que tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas l'émanation de notre créativité, c'est-à-dire que c'est pas nous qui créons tout ça, nous n'avons pas cette capacité-là, nous n'avons pas cette potentialité-là. Donc vous subissez seulement... Non, nous consommons. Voyez-vous, nous consommons. Nous consommons ce que d'autres bougent leur tête pour créer, pour fabriquer. Et donc nous sommes là, rien que en tant que des consommateurs, et nous allons nous en procurer. Bon, mais là, nous en procurer, là, n'est pas de problème. D'abord, est-ce que c'est une priorité? Lorsque nous voyons l'état de nos pays, lorsque nous voyons nos conditions, nos situations, il y a la précarité, il y a le niveau de vie qui se dégrade toujours. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui crient à la faim, etc. Et donc, mais on dépense de l'argent pour aller s'acquérir de tels instruments, etc. Et c'est une question qu'on se pose. Je crois parfois que, en toute sincérité, nous devons connaître nos priorités. Quelles sont nos priorités? Quelles sont nos priorités? Ma foi, je crois que ceux qui bougent leur tête pour créer, fabriquer tout ça, ils n'ont pas été à notre niveau. Ils n'ont pas été dans nos conditions. C'est pour la sécurité. Oui, bon, ils n'ont pas été dans notre condition, dans notre niveau, avant de pouvoir produire ces choses-là. Alors donc, il ne faut pas toujours mettre la charrue devant le bœuf. Et être toujours dans cette posture-là, de n'avoir que possible ses propres frères, ses propres concitoyens. Et donc, moi, pour résumer, je dis seulement que nous devons savoir quelles sont nos priorités. Et je précise, pas nos priorités partisanes, nos priorités individuelles, non, mais nos priorités patriotiques. Nos priorités patriotiques, nos priorités nationales. On va venir sur le patriotisme. Donc aujourd'hui, monsieur Lukumu, c'est qu'il est espionné. Ben, écoutez, vous savez, nous en avons eu écho avec Pegasus, et donc, ma foi, vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes au Togo et nous savons très bien, il n'y a pas que avant l'espionnage, il y a des suivis, il y a des gens qui sont en tenue civile et chaque jour vos mouvements ils vous suivent partout, vous ne savez rien. J'ai eu des témoignages de certains, même des expatriés, et qui un jour il paraît qu'un officier qui lui aurait avoué que mon frère, je vous ai suivi pendant plus de 2 années. Sans que vous ne sachiez. Bon, donc maintenant, si par la force des temps, les Blancs bougent leur tête pour créer des instruments qui peuvent permettre de tracer les gens sans forcément mettre des personnes derrière eux, bon, ça fait belle affaire pour ceux qui trouvent tout intérêt. Ça fait belle affaire pour tous ceux qui trouvent tout intérêt à mettre leur temps, leur énergie. Des recommandations envers l'État togolais de cesser ces genres de pratiques envers les acteurs de société civile. Comment vous trouvez ces recommandations de l'ONG internationale? Oui, parce que l'ONG internationale a toutes ces raisons, parce que vous comprendrez que ces pays-là qui bougent leur tête pour fabriquer tout ça, ils le font dans une démarche, dans une logique militaire, dans une logique nationale, protection de leur pays contre toute agression ou invasion extérieure, et pas forcément dans cette logique-là, pas forcément dans cette démarche là, bien dans ces conditions que nous qui allons les acquisitionner et nous les utilisons, pas forcément contre
des gens qui, l'on pense qu'ils sont des défenseurs des droits humains, qui ne soient pas d'accord avec des pratiques, etc. Et donc ces gens deviennent une cible. C'est ceux qui fabriquent ça. Et les Blancs, les Occidentaux, ce n'est pas dans cette logique-là, non. Pour eux, ce sont d'abord des matériels militaires qui servent à être vigilants par rapport à leur pays et par rapport à tout ce qui pourrait éventuellement venir de l'extérieur comme une agression. C'est comme une protection pour le pays. Voilà. Mais nous les Africains, nous les acquérons et c'est carrément de façon biaisée que nous en faisons usage. Et ma foi, je crois que vivement que nous nous ressaisissions pour connaître les réelles priorités patriotiques qui nous incombent. Justement, le patriotisme, c'est un mot cher à M. Cyril Yao Ekoulo. Vous venez de le dire. Comment peut-on comprendre ce concept, le patriotisme, au TJP? Monsieur Gidas, vous savez, et tout à l'heure, dès l'annonce de notre présence ici dans vos studios, nous avons précisé que la non-violence, l'aspect d'acceptation mutuelle constitue notre credo, mais à la base, le patriotisme, parce que tel que l'indique notre intitulé « Le ton de la jeunesse patriotique ». Vous savez, le patriotisme, c'est l'expression, c'est une responsabilité pour tout citoyen, pour tout individu, de témoigner sa reconnaissance, sa gratitude. Le patriotisme, c'est le témoignage de la gratitude, de la reconnaissance envers sa patrie. Parce que la patrie nous donne une origine, la patrie nous donne une identité, la patrie nous donne un abri et la patrie nous donne ses richesses gratuitement. Alors maintenant, en retour, il revient à tout citoyen, du moins de témoigner juste son amour pour sa patrie, lui témoigner sa reconnaissance, sa gratitude. Et cela implique quoi? Cela implique que tu ne peux pas prétendre aimer ton pays sans aimer ton frère, sans aimer le peuple. Parce qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Voilà, une hirondelle ne fait pas le printemps. Et nul ne peut jamais sur cette terre se prévaloir d'être celui-là qui a créé la terre ou qui a créé, l'espace où vivent les hommes. Alors, donc c'est pourquoi un pays est identifié à travers un peuple. Alors donc, du coup, l'esprit d'acceptation mutuelle nous incombe quand nous parlons de patriotisme. Voilà. Et donc, en ce sens-là, il est très important de relever que c'est de façon collégiale. C'est ensemble que les citoyens... Absolument. Il faut en prendre conscience. Et donc, vous savez que il est vrai que avant l'arrivée des Occidentaux, les peuples, je parle d'abord des peuples, il existait des peuples qui sont chacun dans leur espace et qui s'identifiaient à travers leur ethnicité, etc. Mais les Occidentaux, une fois arrivés, ils ont jugé opportun de nous mettre ensemble. C'est-à-dire tous les peuples qui sont un peu sur chacun dans son coin, sur son espace, il faut nous mettre ensemble. Mais ils nous ont mis ensemble pour mieux nous contrôler. Ils ne nous ont pas mis ensemble puisque ce sont eux qui ont créé les limites de nos frontières. Et donc ils nous ont pas mis ensemble pour notre intérêt, non. Ils nous ont mis ensemble pour nous contrôler. Et dans cela, ils ne nous ont pas inculqué la notion de patriotisme, la notion de nation. Alors je parle de nation, pourquoi? Parce que s'il faut se limiter qu'au peuple, le peuple, il y a une certaine particularité où le peuple s'identifie à travers leurs pratiques ethniques, leurs pratiques traditionnelles, etc. Mais lorsque nous parlons de nation, automatiquement ça demande une certaine rupture avec ces appréhensions. Nous parlons de nation parce que c'est un certain nombre de peuples qui se sont mis ensemble pour constituer des nations. Et on parle de nation quand il s'agit de république. Alors donc, parlant de nation, il n'est plus question de s'identifier à travers son ethnie, de s'identifier à travers ses pratiques traditionnelles, etc. Tout ceci devient une richesse nationale. Ça veut dire que lorsque on célèbre Épée, tous les citoyens togolais doivent s'identifier à travers, parce que ça devient une richesse nationale. Lorsqu'on pratique Agobozan et Vala, tous les citoyens. Chacun doit se retrouver. La mentalité doit fonctionner de telle manière que nous sommes devenus un. Nous, autour de la République. Nous sommes un, nous sommes Togolais, point clair. Et c'est pourquoi moi, personne ne me demande plus, je suis Togolais. Et si me demande, tu es Togolais d'où? Non, Togolais d'où? Je suis Togolais. Pourquoi Togolais? Pourquoi tu veux mettre au devant l'ethnicité, le régionalisme? Ça n'a plus de sens. De quelle région venez-vous? Non. Donc aujourd'hui, on comprend de M. Nukounou, un vrai patriote, c'est quelqu'un qui accepte
autrui qui collabore pour l'avancement de la nation. Absolument. Est-ce que c'est là on peut faire un lien avec la non-violence? Un bon patriote, c'est quelqu'un qui est non-violent. La non-violence, c'est une nécessité. Hein, vous comprenez, c'est une nécessité pour... et même avant même de parler de patrie, etc., la non-violence pour le vécu des hommes, c'est une denrée, c'est une nécessité pour une vie harmonieuse, pour une vie pacifique, etc. Alors maintenant, pour clore avec la notion de patriotisme, vous savez, lorsque réellement nous cernons le sens du patriotisme, nous comprendrons que avec le patriotisme, on aura beaucoup plus le souci de donner toute priorité, toute importance au pays. Et là, ça incombe la bonne gouvernance. Si toi, un citoyen, tu occupes un poste, et tu dois avoir cette conscience-là d'être redevable au pays. Et non pas d'être redevable à un parti politique ou à un leader politique. Même si c'est un leader politique qui te nomme, le pays n'appartient à personne, à nous tous. Donc, même si un leader politique te nomme, tu ne lui es pas redevable, mais tu es redevable à ton pays. Et c'est en ce sens-là que tu feras montre de toute ta capacité, de toute ton ingéniosité pour apporter un plus dans la construction du pays. Mais si tu es dans cette posture partisane, dans cette posture d'être soumis à un leader et que tu penses que tu es là, que c'est parce que là... Donc alors là, vous voyez, c'est en cela qu'il y a des dérives. Parce qu'on croit avoir la faveur de ces leaders-là, donc on peut se permettre tout. Et c'est là qu'il y a la corruption, il y a les détournements. Or, la corruption, les détournements, tout ça reflète une trahison. Voilà. Parce que lorsqu'on parle de détournement et que c'est des individus qui le font, c'est une trahison. Et tout ceci, les Occidentaux l'ont compris. Ils l'ont compris et c'est pour cela, vous savez, ils ont un certain idéal. Un idéal qu'ils suivent et qu'ils poursuivent. Et c'est pourquoi... Peut-on nous aussi arriver à cet état? Prise de conscience. Et tout est question surtout de choix, de définition, d'orientation politique. Et cette définition-là nous manque? Oui, mais ça nous manque parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'idéal. Vous comprenez? Nous naviguons à vue. Nous n'avons pas d'idéal. Et aussi, il faut le mentionner, nous sommes vulnérables et victimes de la mondialisation du capitalisme. Nous avons l'amour du luxe, nous avons l'amour des biens matériels, au point où les biens matériels, ce luxe-là, que même, il faut le dire, nous-mêmes, nous en sommes incapables de les produire parce que nous avons les belles voitures, nous avons les avions, nous avons les beaux champagnes, nous avons le luxe, mais nous sommes incapables de les produire. Mais pour ces biens de luxe-là, ces biens de luxe représentent plus d'importance à nos yeux que nos propres frères. C'est ce qui est un peu grave. Oui, mais et la jeunesse, dans tout ça, monsieur Cyril Loukoumou, dans tout ce que vous dites là, la jeunesse devait avoir une place importante. Quel est le rôle de la jeunesse dans ce patriotisme, dans cette lutte contre la non-violence? Oui, vous savez, lorsqu'on parle de peuple, lorsqu'on parle de nation, tout n'est pas question que de jeunesse. Tout est question de beaucoup de groupes de trucs là ensemble. Mais il faut passer par la jeunesse avant d'aller. Donc ça veut dire qu'une jeunesse est bien formée sur le plan patriotique, non violent. Oui, mais avant que la jeunesse ne soit bien formée, il faudrait que ceux qui sont devanciers, ceux qui sont les devanciers, possèdent quelque chose à transmettre à la jeune génération. Alors maintenant, aujourd'hui, ne nous mentons pas. Je vous dis que nous sommes otages des biens matériels du capitalisme et donc du coup ces biens matériels là représentent plus d'importance à nos yeux que l'humain, que même notre pays. Et donc qui que ce soit, qui se trouve à quel niveau que ce soit, son premier réflexe c'est de se remplir bien les poches, etc. Et donc ça se traduit, ça se reflète également dans la jeune génération qui vient, parce que lorsque vous verrez la jeunesse d'aujourd'hui, toute sa préoccupation c'est de gagner de l'argent et s'offrir un truc là, et puis bon du coup, mais ce n'est pas mauvais. Mais tout cela, lorsque je vous donne un exemple, lorsque les Occidentaux, vous les entendez dire « Ah, je suis français, je suis fier de l'être. Je suis américain, je suis fier de l'être. Je suis chinois, je suis fier de l'être. » Mais nous, par exemple, lorsque nous le répétons, est-ce que nous le répétons pour le répéter? Parce qu'à eux, si on leur demande « Mais que mettent-ils dans la fierté ?» Ils peuvent vous le dire. Ils vous diront que mon pays fait ceci, mon pays réagit ceci, mon pays fait ceci. C'est comme par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Vous savez, aujourd'hui, les Occidentaux, en faisant de nous un pays, une république, pour nous dominer, ils nous ont imposé leur langue, vous comprenez. Et donc, quelle est la manipulation qu'ils ont mis en exergue? Quelle est l'instrumentalisation qu'ils ont mis en exergue? L'instrumentalisation, c'est que
toi qui vas à mon école et qui obtient des diplômes, c'est toi qui as de la valeur, c'est toi qui as de l'importance. Et celui-là qui n'a pas mis pied à l'école, lui ne vaut rien. Et donc c'est avec ça que pendant longtemps ils nous ont endormis et donc on s'est tué, on s'est bataillé, etc. pour avoir des diplômes avec et bien parler. Toi qui parles bien la langue de blanc, c'est toi qui as de l'importance, etc. Donc vous voyez, c'est une domination, c'est un contrôle sur nous, sur nos mentalités. Alors maintenant aujourd'hui, si nous faisons une évaluation, et si nous en faisons une évaluation, qu'est-ce que d'extraordinaire nous réalisons? Nous devons interroger nos propres intérieurs. Nous devons nous questionner. Qu'est-ce que d'extraordinaire nous réalisons? Donc moi je pense ma foi que il est temps que nous nous questionnons. Il est temps que nous questionnons et que nous sachions. Nous retrouvons nos sources. Bon, retournons à source, ça aussi, ce n'est pas vraiment ça. Il faut que nous nous questionnons pour nous découvrir. Parce que vous savez, tout ce que les Occidentaux réalisent, ça ne leur tombe pas du ciel. Ils bougent leur tête. Ils bougent leur tête pour réaliser tout ça. Ces réflexions vont aussi venir chez nous en Afrique. On va venir à la journée du 12 octobre qui est consacrée à la non-violence. Une journée aussi pour célébrer l'anniversaire de Mahatma Gandhi, l'apôtre de la non-violence. Cyril Yaounoukoulou, le 2 octobre, à chaque occasion, vous sortez quand même pour faire valoir les vertus de cette journée du 2 octobre. Qu'est-ce que ça représente au TJP, la journée du 2 octobre? Non, la journée du 2 octobre, vous savez, depuis la création du TJP, depuis 2010, nous n'avons manqué jusqu'à ce jour de célébrer cette journée parce que nous avons saisi toute l'importance de cette journée-là. Et comme je l'avais dit précédemment, la non-violence, c'est une denrée, c'est une richesse qui est importante pour nous. Et le pourquoi nous n'avons ménagé aucun effort, nos propres efforts, nos propres sacrifices, pour à chaque fois marquer cette journée-là. Il y a tellement d'actions que nous avions entreprises, il y a tellement une mosaïque d'actions que nous avons menées pour marquer cette journée-là et pour essayer de toujours rappeler que la non-violence, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Le patriotisme, il est inévitable pour nous d'aller vraiment la culture du patriotisme parce que... Est-il nécessaire d'instaurer une journée pour la non-violence? Oui, si les Nations Unies ont jugé utile d'instaurer la journée du 2 octobre pour célébrer la non-violence, c'est d'une importance capitale. Alors maintenant, quoique il faut matérialiser cela dans les actes, parce que lorsque nous voyons toujours qu'est-ce qu'on fait concrètement? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Au-delà de la sensibilisation sur la non-violence, quel devait être le comportement de chacun, que ce soit dirigeant, citoyen, mouvement, société civile, le 2 octobre? Vous savez, toute est question encore et toujours de conscience, parce que des gens, ceux-là même qui ont jugé utile, après peut-être des réalités sanglantes vécues, d'instituer cette journée, et je crois qu'ils font l'effort de manière à ce que, je ne sais pas, c'est dans une posture, dans une logique qu'ils ont institué cette journée, parce que vous savez que il n'y a pas longtemps que le monde entier est sorti d'une deuxième guerre mondiale qui a vraiment décimé, et je crois que les Occidentaux en ont tiré toutes les leçons, et c'est pourquoi vous verrez que entre elles, grandes nations, ils font tout pour éviter à ce qu'il y ait des conflits majeurs surviennent, mais au même moment, pour des questions d'intérêt capitaliste, des intérêts mesquins, ils entretiennent toujours des conflits sur d'autres pays, où, comme on le voit au Mali, comme on le voit en Syrie, etc., où entre eux-mêmes, ce n'est plus des conflits majeurs, mais ces conflits-là, ils les exercent à travers d'autres naïfs qui également, pour une raison dont on n'a pas la maîtrise, se font vulnérables, et puis à travers les armes, ils s'affrontent, etc. Mais vivement que, comme je l'ai dit, c'est une prise de conscience et ceci incombe à tout le monde, à chaque citoyen, de prendre conscience de cette non-violence-là. On l'a dit que cette journée du 2 octobre, c'est pour aussi marquer l'anniversaire de Mahatma Gandhi, cet apôtre de la non-violence, né le 2 octobre 1869 et décédé le 30 janvier 1948, assassiné
à New Delhi. À cette occasion, pour ce 2 octobre-là, le TJP qui mène des réflexions puis des interpellations, vous êtes revenu sur le lendemain des processus électoraux en Afrique qui sont souvent soldés par des violences, par des morts. Et puis vous interpellez à cette occasion-là la conscience des acteurs politiques. Bien évidemment, vous savez, il n'y a pas que nous. Chez nous au Togo, on a vu en Guinée avec M. Alpha Condé pour une question de 3e mandat, les âmes ont crépité. Et ce que je déplore, ce qui m'attriste, c'est que... on va limiter le mandat, comme on dit, la CEDEAO... Ce n'est pas encore effectif. Souvenez-vous qu'il y avait un protocole additionnel de la CEDEAO qui prévoyait la limitation des mandats à 2. Il y a certains pays qui en avaient dit non. Qui en avaient dit non. Bon, au nom de quoi? Pour quel intérêt? Bon, nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains, que voulez-vous? Bon, je dirais seulement qu'il n'est pas encore trop tard. C'est encore une initiative qui est en jachère, qui n'a pas encore abouti. On attend de voir ce que ça serait. Alors donc, comme je disais, on a vu avec ces questions de 3e mandat en Guinée, les âmes ont crépité sur des citoyens, parce que tous les citoyens ne peuvent pas épouser ces forfaitures. Et on a vu également en Côte d'Ivoire, c'est toujours cette question de 3e mandat, des âmes. Et moi, ma foi, au finish, je me demande en réalité pourquoi est-ce que des âmes que nous sommes incapables de fabriquer nous-mêmes, et que nous acquérons des Occidentaux, que ces armes, nous ne pouvons en faire usage que contre nos propres frères. Ça n'a pas de sens. Alors donc, en ce sens-là, est-ce que ça vaut toujours la peine que les Occidentaux nous vendent des armes? Bon, eux, ils sont dans une posture commerciale. Oui, et donc, eux, ils en vendent. Mais attendez-vous, ce qu'ils nous vendent comme armement est d'une limite, ce n'est pas tout. C'est pourquoi quand j'entends certains dire que ah oui, nous sommes en guerre avec la France, nous sommes en guerre avec jamais. Ce que vous avez comme armement, c'est grâce à eux que vous les avez. Ils en ont plus puissants. Alors donc, vous savez ce que vous tenez en main là, que vous voulez le faire la guerre? Non, nous les Africains, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir et comprendre que lorsque nous acquérons des armements, c'est pour protéger notre pays, c'est pour protéger nos frères, nos citoyens, et non pas en faire usage contre eux. Et ces violences-là, nous devons prendre de la hauteur là-dessus. En ce sens, qu'est-ce qui amène réellement ces violences post-électorales? Vous savez, ces violences post-électorales se perpétuent parce que c'est quelque chose qui est toujours habituel. Et je me demande si effectivement les gens sont préoccupés de trouver une solution à cette situation. Alors pour ce faire, nous avons jugé que dans notre pays, nous avons assez fait l'expérience des magistrats à la tête des CELI. Et nous avons assez fait l'expérience des représentants de partis politiques à la CENI, parce qu'apparemment on dirait que pour des formations politiques, être à la CENI, c'est juste les intérêts qu'il y a à gagner en occupant des postes à la CENI, c'est juste ça qui les préoccupe. Et on dit souvent que c'est un homme de société civile et qu'on met à la tête de la etc. Mais cet homme, c'est des gens qu'on n'a jamais connus, qui sortent de nulle part, on ne sait pas réellement, etc. Donc on en a assez fait cette expérience-là. On en a assez fait, nous avons toujours vu que, franchement, à un moment, il faut dire, beaucoup de Togolais n'ont plus confiance à cette structure-là qui sont chargées de l'organisation. Qu'est-ce que vous appelez par CENI technique? CENI technique, l'essentiel c'est que ces structures soient représentées, incarnées par des hommes de conscience. Par des hommes de conscience. Parce qu'on peut lui donner, ce n'est pas une question de dénomination. On peut l'appeler série technique, mais les gens qui sont là, est-ce qu'ils sont vraiment des patriotes, des gens impatients, des gens qui ont une conscience patriotique et qui ont la conscience de la vérité, de traduire réellement le choix des populations exprimées à travers les urnes? Alors donc, ce que vous savez, nous sommes des êtres humains et en tant qu'êtres humains, nous montrons toute notre intelligence, toute notre potentialité, toute notre maturité à travers le fait de toujours trouver de l'alternative, un palliatif à une situation qui toujours se perpétue, se répète, et ne pas toujours être bloqué, etc. Alors donc, en ce sens, nous avons jugé qu'il est important, cette fois-ci, que les hommes religieux, les hommes religieux, l'Union musulmane et les évêques, il faut maintenant leur confier ces structures-là, la CENI et les CELI, de la conduire afin que nous fassions une nouvelle expérience.
pour voir qu'est-ce que ça serait, vous voyez, pour que le processus, qu'on voit dans quelles conditions, avant et après le processus, qui serait donc faire une nouvelle expérience et voir ce que ça pourrait donner, voir en quoi ça peut rassurer Comment les ça va se citoyens. faire? Est-ce que Mais tous ces écoutez, musulmans, oui, tous mais- les évêques seront dans les CELI, Oui seront mais, à la comme, CENI? oui, mais comme ça se fait d'habitude, ce sont des êtres humains également, vous comprenez. Ce sont des êtres humains également. Donc, des gens qui seront à la tête de la CENI et des gens qui seront à la tête des CELI, etc., pour conduire le processus, et on leur mettra les moyens à disposition et on leur laissera une certaine impartialité. Alors maintenant, si les acteurs politiques, ils sont confiants d'eux-mêmes d'avoir de l'audience au sein du peuple, ma foi, je crois quand même que ça ne doit pas poser de problème. Hein. Si les acteurs politiques, ils sont soucieux vraiment de trouver une solution à cette situation, et réellement s'ils montrent qu'ils ont de l'intérêt pour le pays, pour le peuple, et non pas pour les intérêts partisans du fait que leur représentation dans les CENI, compte tenu des avantages qu'ils perçoivent, que ce n'est pas ça qui est leur priorité, ma foi, je crois que ça ne poserait pas de problème. Mais en tant que société civile, nous analysons, nous observons, et puis nous faisons des propositions. Il n'est pas évident, nous n'avons pas le pouvoir, la capacité de mettre ça en exécution, de matérialiser cela, mais au moins nous portons quand même cette... je peux l'appeler cette responsabilité en tant que citoyen, hein, de partager des réflexions, de faire des propositions. Et nous pensons que ces propositions-là, Et ces propositions-là, c'est adressé à qui? Aux dignitaires de ces deux confessions-là, ou bien vous l'avez aussi étendu au gouvernement et puis aux autres responsables de formation politique? C'est une proposition qui est adressée à l'opinion. C'est une proposition qui est adressée à l'opinion. Alors donc maintenant, il revient parce que à l'opinion, surtout à l'opinion politique, hein, vous comprenez. Je dis à l'opinion politique parce que les politiques sont les décideurs. Hein. Les politiques sont les décideurs, donc à eux de savoir si réellement c'est l'intérêt du pays et l'intérêt des populations qui constituent leurs soucis, hein, leurs priorités. Parce que je vais vous dire, M. Gildas, le niveau d'un pays détermine le niveau de mentalité, la capacité de son peuple. Le niveau d'un pays détermine le niveau, la capacité mentale de son peuple. Alors, comme je l'avais dit précédemment, lorsque les Occidentaux, les Français, les Américains, les Allemands disent « je suis fier de mon pays », ça reflète le niveau. Avant d'y arriver, nous aussi peut-être qu'on sera là. Mais récemment, alors, vivement que nous fassions de la Sénat sont là. On a retenu une CENI politique. Vous avez aussi suivi ces recommandations qui commencent par être mises en application petit à petit avec les 3 projets de loi votés récemment par l'Assemblée nationale. Quel regard la société civile, le TGP porte sur tout ce qui se passe au-delà de la Sénat et puis des réformes qui sont entamées au niveau de l'Assemblée nationale? Monsieur Gildas, vous savez, l'année dernière, nous avons célébré la journée de la non-violence à travers une action sociale à l'endroit des personnes âgées qui ne sont plus à même de pouvoir mener une activité, comme pour montrer que, comment dirais-je, la non-violence, c'est aussi la solidarité, c'est aussi le partage, et c'est aussi de faire montre l'acceptation mutuelle. Et en ce sens, le message important que nous avons lancé l'année dernière, c'est de demander au chef de l'État le retour de tous les exilés politiques pour un dialogue. Nous sommes une patrie, et parler de prisonniers politiques nous met en déphasage avec notre patriotisme. Parler d'exilés politiques nous met en déphasage. C'est pourquoi vous verrez que, vous pensez que dans les pays occidentaux, en France ou en Allemagne, il n'y a pas de conflits politiques, il n'y a pas de divergences politiques, mais montrez-moi juste des prisonniers politiques dans ces pays. Et c'est là, je disais aussi que si Donald Trump était un Africain, M. Joe Biden serait actuellement hors du pays, en exil. Vous voyez, il serait actuellement... Donc, c'est pourquoi, permettez-moi de toujours admirer cette prise de hauteur des Occidentaux, cette maturité que j'admire tellement. Et je souhaite pour nous également. Donc, vous savez, qu'on a... Le Sénat, je dis, ce qu'il nous faut, c'est une assise nationale entre les acteurs politiques pour l'intérêt du pays. Vous avez vu? Il a fallu que M. Alpha Condé quitte le pouvoir maintenant et tous les prisonniers politiques ont été libérés.
Donc finalement, ceux qui sont été mis et jetés en prison, ce n'est pas qu'en réalité ils étaient contre le pays ou quoi, mais c'est parce que c'est un homme, hein, par son vouloir, etc. Non, jusqu'à quand nous les Africains, nous allons les éterniser dans ces manquements, dans cet art? Non, il faut qu'on prenne de la hauteur. C'est pourquoi dans notre communiqué, nous avons exprimé le fait que les acteurs politiques prennent de la hauteur, qu'ils fassent montre d'une certaine maturité, une cohérence, parce que tu ne peux pas prétendre aimer ton pays sans aimer ton frère. Et les rivalités politiques sont normales. Mais vous avez vu, je vous donne encore cet exemple. Aux États-Unis, la dernière fois, il y a un conflit politique au lendemain des élections. Mais l'armée n'a pas bougé, ne s'est pas intervenue. Parce que c'est une affaire entre les acteurs politiques, ça ne le regarde pas. C'est une affaire entre les acteurs politiques, ça ne regarde pas du tout l'armée. L'armée n'a pas à s'impliquer dans les conflits politiques. Alors, donc, il y a ces exemples autour de nous. Donc, si vous comprenez bien, ces réformes entamées par l'Assemblée nationale ne vous disent rien. Non, monsieur Gildas, pourquoi nous voulons toujours faire les choses à peu près? Pour moi, ça, c'est faire les choses à peu près. Ça ne nous élève pas. Et ce n'est pas ça. Allons à l'utile. L'utile, c'est de dire qu'au Togo, il n'y a plus d'exilés politiques. L'utile, c'est de dire qu'au Togo, il n'y a plus de prisonniers politiques. Voilà, c'est ça l'idéal. Vous comprenez? Alors, donc, lorsque nous ferons cela, nous comprendrons que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Moi, je ne suis pas dans une posture partisane, mais je suis dans une posture patriotique. Et je ne peux pas prétendre aimer mon pays sans aimer mon frère, sans cultiver l'esprit d'acceptation mutuelle. Vous comprenez? Alors, donc, voilà. D'ailleurs, on a vu la société civile qui a joué un grand rôle. On se demande au Togo, quel est votre rapport concrètement pour arriver à cet idéal que vous proclamez tant? Nous pourrons, en tant que société civile, nous ne pourrons qu'interpeller les consciences. Vous comprenez? Tout est question de conscience, interpeller les consciences. Nous devons nous soucier de notre valorisation. Et notre valorisation, la valorisation de notre pays ne peut se faire à l'exclusion de qui que ce soit. À l'exclusion de qui que ce soit. C'est nous tous. Et nous devons en prendre conscience. Tout est question de prise de conscience. Et donc, lorsque nous ferons les choses dans les normes, dans un idéal, vous comprendrez que les choses évolueront pour tous les citoyens, pour le pays, de façon pacifique, normale. On marque la pause et on revient avec notre invité, M. Cyril Yaoé Eklo, le président du mouvement TJP, le cœur de la jeunesse. M. Cyril Yaoé Eklo, président du mouvement Le Temps de la jeunesse patriotique. Nous étions sur les réformes qui sont opérées par l'Assemblée nationale suite aux conclusions de la CEDAP. Mais il y a une citation de l'apôtre de la non-violence qui disait que la pauvreté est la pire forme de violence aujourd'hui. Pour certains compatriotes, la pauvreté, le chômage, l'injustice font que ces violences-là interviennent comme qu'on le fasse, M. Cyril Yaoé. Bien évidemment, parce qu'il ne vous échappe pas que, surtout avec cette fermeture des bars, des églises, etc., il y a une mélancolie qui se révèle, qui se reflète à travers des citoyens qui se plaignent. Et il n'y a pas longtemps également, nous avons vu ce qui s'est passé au TP3. Au TP3, exactement. Et donc, vous savez, je pense que nos dirigeants ils sont interpellés à faire plus preuve de clairvoyance par rapport aux décisions qu'ils prennent à travers les actions qu'ils déploient, etc. Parce que tout doit se faire pour l'intérêt du pays et du peuple. Et sans cela, j'en appelle encore à un idéal. Parce que nous n'avons pas d'idéal. Nous n'avons que des postures partisanes, des postures personnelles, etc. Et du coup, parfois, je pense que ça crée des frustrations et ça crée de la mélancolie, ça crée une crise de confiance où les gens, on a comme l'impression qu'ils ne sont que dans des quêtes d'intérêt personnel. Donc du coup, bon, vous savez... Comme on dit souvent, l'homme n'est pas violent. Oui, vous savez, il faut aussi le reconnaître, c'est aussi un peu la nature de nous les Africains.
dans notre nature, l'Africain veut être celui-là qui possède, qui en a, et donc pour que son frère ait un peu, il faut lui faire soumission, il faut faire allégeance, etc. avant de lui donner aussi de jouir de miettes. Non, le pays n'a pas besoin de cela. Le pays a besoin de chacun de nous de s'épanouir et de développer toutes ses potentialités. Et c'est en cela que vous verrez que la politique, essentiellement, quelle est la définition de la politique? La définition de la politique, c'est de développer des idées, des approches qui soient novatrices pour permettre à ce que, oui, pour permettre à ce que le pays soit construit dans une certaine harmonie, dans une certaine forme d'évolution, etc. C'est ça la politique. La politique n'est pas que conflit, n'est pas que rivalité, n'est pas que comment dirais-je, de la violence, vous comprenez, comme la plupart du temps on le voit en Afrique où la politique est toujours entretenue par de la violence parce que cette politique-là, comme je l'ai dit, que ce soit en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire où les corps habillés s'invitent dedans dans une posture partisane au profit de celui qui est au pouvoir. Non, nous devons rompre avec tout ça parce que tout cela ne nous honore pas. Nous devons rompre et pour rompre cela, il est requis de nous une certaine prise de hauteur, une maturité, voilà, de discernement, une conscience patriotique. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir sur le 22, 21, 80, 99, le 92, le 2, 80, 63 pour des questions à notre invité, M. Cyril Yaoé Ekouloukou, le président du mouvement Ton de la jeunesse patriotique, qui a comme slogan au nom de la patrie, acceptons-nous. Et on va directement aller combiner pour prendre le premier intervenant qui se signale au bout du fil. Auditeur, bonjour. C'est Péné. Personne non gérant. Monsieur Cyril Yaoé Ekouloukou. Je pense que dans le monde entier, quand notre autorité à tout le monde ce volet même est calme. Mais qu'est-ce qui amène la violence au Togo? C'est au cours des élections qu'il y a de la violence. Qu'est-ce qui amène la violence à une élection? C'est-à-dire, lorsqu'on observe avec une politique politique, c'est que chaque temps le régime en place a toujours l'habitude de placer une politique dont tout le monde sait que c'est le cancer de la démocratie au Togo. Ce qui me paraît bizarre est que la CEDAP qui a été installée ensemble est partie encore installer une politique. Donc même l'Assemblée, même monocolore, que les opposants qui sont partis là-bas, même cause, bien que c'est une Assemblée monocolore, c'est cette Assemblée-là qui va installer maintenant, il y a plus encore celui qui va nous organiser une élection. Monsieur Moukoulou, alors nous parlons, il faut aller à une élection avec cette celui-là. Qu'est-ce qui va passer? Rapidement, oui. Très simple. Lorsqu'on nous dit nous avons quelque chose à partager, que c'est une personne qui prend ça en charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup à vous. Monsieur Zing, bonjour. Bonjour, je suis là. Alors, oui, on vous écoute, monsieur Zing. Bonjour. Bonjour, confrère Cyril. Bonjour. Juste pour t'encourager, parce qu'il faut toujours lutter dans la vie. Donc, le soutien à toi et à tous les confrères. Merci. Ce serait tout. Oui. Merci beaucoup, M. Zizing. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, mon directeur, mon président. Bonjour, mon directeur. Bonjour, M. Sibiti. Bonjour, M. Sibiti. Bon, tout le monde parle. Je lance tout ça la fenêtre pour la paix. Qu'est-ce que vous allez faire? Voyez tout ce que vous faites. Nous sommes votre papa, on a fait ce qui s'est passé.
avoir mon exemple carrément s'organiser aujourd'hui. Organiser, il faut vous organiser. Moi, je vois, quand je vois les choses, est-ce que comme un médiateur, parce qu'un médiateur, c'est pas comme les autres rapports dans nos pays. C'est un médiateur, ça. C'est l'opposition, le président de la République attaque pour que la population togolaise soit à l'aise. La paix, le chômage, moi, s'occuper des gens, des fonctionnaires, des publics, mais qui n'en a encore fait. Ok. Avez-vous pris de prendre ce vacances De pèlerin. Merci beaucoup, Papa Sebiti. Le dernier, c'est David. Bonjour. 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 Allô, David. 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 On ne va pas personnaliser le débat, des questions pour notre invité. Parce qu'il n'est pas là pour répondre aux propos de notre journaliste. Hein. Il est là, tu poses la question sur ce qu'il a dit durant presque 30 minutes, 45 minutes. Allô, David. Apparemment, on se... Limitation de mandat, là, allez-y. Merci beaucoup, David. C'est bon pour les réactions téléphoniques. Monsieur, nous pouvons aller graduellement avec Monsieur Pelé, qui est le premier intervenant, qui revient quand même sur la CENI politisée, selon lui, qui est le cancer de la démocratie au Togo. À chaque procès électoral, cette CENI cause des violences, et avec la CENAP qui a encore maintenu cette CENI politisée, entérinée par l'Assemblée de chaque élection. Absolument. Et malheureusement, il n'y a pas que le Togo, il y a d'autres pays également qui en ont fait l'illustration. Et donc, pour ne pas toujours s'éterniser dans cette posture, c'est pourquoi nous jugeons opportun de faire cette proposition-là, qu'il faut confier ces organes aux hommes de conscience, aux religieux. Et donc, ma foi, je pense que si nous avons vraiment le désir, le souci, de trouver une alternative à cette situation. Et si les acteurs politiques eux-mêmes, ils sont confiants d'avoir de l'audience au sein du peuple, alors pourquoi pas? Il faut confier, oui, il faut confier ces structures-là à ces gens de conscience, à ces gens qui, ma foi, pourront incarner une certaine impartialité et conduire le processus de manière à ce que, pour éviter des lendemains ce que les populations auraient exprimé à travers leurs unes soit fidèlement proclamé pour rassurer le peuple togolais. Bon, Monsieur Sisig, je pense que vous le connaissez, qui vous apporte son soutien. Papa Sibiti, lui, il vous demande d'être médiateur, pas des médiateurs nommés comme Madame Ouarada Bouya, mais en tant que civil, de prendre votre bâton de pèlerin pour aller voir le chef de l'État pour qu'on ait la paix. Cette paix-là qui ne doit pas être un vain mot, mais un comportement, comme l'a dit le chef d'État du pays voisin. Ben oui, je salue M. Sibiti et je tiens à lui dire que notre démarche, comme je l'avais dit précédemment, nos réflexions, nos propositions, nous les partageons à l'opinion. À l'opinion, et donc du coup, tout notre espoir, c'est que ces propositions-là retiennent l'attention de qui de droit, parce que nous l'avons dit précédemment, nous pouvons émettre des idées, faire des propositions, mais nous n'avons pas cette capacité, nous n'avons pas cette position-là de matérialiser, d'acter cela. Alors donc, il revient c'est en cela que nous avons insisté sur la conscience patriotique. Parce que si nous sommes guidés par une conscience patriotique et non pas partisane, et non pas d'intérêt personnel, nous ferons ce qu'il faut
dans l'intérêt de tous. Et donc, c'est ce que notre pays requiert de nous. C'est ce que notre pays nous demande. Et nous devons prendre le courage d'aller vers l'adoption de ces solutions-là qui, ma foi, pourraient nous valoriser, nous élever. Pour David, c'est vrai que pour lui, limiter des mandats dans un pays est antidémocratique. Non. Vous savez, M. Gidas, dès l'entame, j'ai fait une certaine présentation de ce que le patriotisme, de ce que la République, etc. Et c'est plusieurs peuples qui se sont mis ensemble pour former une nation et pour donner à un pays le statut de République. Alors donc, et vous savez que quand plusieurs peuples se mettent ensemble, c'est plusieurs ethnies, c'est plusieurs pratiques, etc. Alors donc, du coup, je vais encore un peu faire marche arrière. Du coup, nous sommes appelés à l'unité. Alors donc, comment peut-on parler de cette unité-là et lorsque c'est toujours une même personne qui s'éternise? Non. Et encore que nous avons fait le choix de la démocratie. Et le choix de la démocratie veut dire qu'il faut laisser la liberté au peuple de faire son choix. Alors donc, au même moment que ceux qui conduisent les processus électoraux ne sont pas fiables, ne garantissent pas une certaine transparence, une certaine impartialité, et nous constatons que à chaque fois au lendemain des élections, des rendez-vous électoraux, c'est des frustrations, c'est des tueries, c'est des emprisonnements, c'est des morts d'hommes. Et il y a encore un exemple papable. On a vu, il a fallu que M. Alpha Condé quitte le pouvoir, que les gens recouvrent la liberté. Alors donc, l'alternance, c'est un remède. L'alternance, c'est une bonne chose. Parce que vous savez quoi? Parce que le pays a besoin d'une suite de renouvellement d'idées. Mais quand c'est une même personne, arrivé à un moment, mais les Occidentaux de qui nous copions, tu l'ont compris, qu'il faut l'alternance. Parce que l'alternance apporte de nouvelles idées. Lorsque vous allez aujourd'hui au Bénin, vous comprendrez également que l'alternance a été capitale, a été une grande richesse. Parce qu'avec M. Patrice Talon, il suffit seulement de franchir la frontière. Il a conduit que vous voyez l'environnement. Mais la dernière fois, je suis allé au Bénin, je me suis dit, mais c'est la frontière, c'est le Bénin, ça. Mais c'est pas possible. Alors donc, c'est toute une richesse. L'alternance incarne une richesse. Et donc, nous les Africains, nous ne devons pas regarder nos frères avec de mauvais yeux quand nous voyons que tel développe de bonnes idées. Parce que l'Africain, lorsqu'il voit son frère développer de bonnes idées, c'est pour l'écraser. À moins que tu développes tes bonnes idées pour l'intérêt de quelqu'un. Si tu développes tes bonnes idées pour l'intérêt de quelqu'un, en ce moment, tu as... Nous sommes ici arrivés à la fin de cette émission. Mais pour développer de bonnes idées pour ton pays, là, tu es à battre. Et nous devons nous libérer de ces esprits-là, de ces esprits qui nous retiennent, qui nous prennent en otage. Un mot rapidement pour finir, M. Cyril Yaouéclou. La déclaration est là pour la non-violence des autres. Quelle action encore? Mon mot, je lance un vibrant appel à notre conscience patriotique, de nous tous sans exception, à notre conscience patriotique, et comprendre tous les sens de l'acceptation mutuelle, et favoriser le retour de tous les exilés politiques, la libération de tous les prisonniers politiques, pour que nous, les citoyens togolais, dans une certaine harmonie, que nous construisions notre confiance autour de notre patrie et construire notre pays pour notre valorisation. Merci beaucoup à vous, Cyril Yaouéclou. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement TJP, le temps de la jeunesse patriotique, d'être passé dans cette émission. Merci aussi à M. Fou Okompou Ekulu de la Gazette du Togo qui était avec nous, sans oublier son directeur général, M. Ildefonse Akpaki. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.